Nous le savons dorénavant, Trump a remporté une victoire écrasante. Il y a un sujet que vous pensez peut-être que je vais éviter, celui de ma prévision. Non, pas du tout. Je ne vais pas éviter le sujet, bien au contraire, c'est l'introduction de cette vidéo. L'erreur a ça d'intéressant qu'elle permet de progresser, de comprendre, car on n'a jamais fini d'apprendre. Et je vais d'ailleurs en profiter pour me présenter, car je ne l'ai pas encore fait, et ce n'est d'ailleurs pas sans rapport avec ce que je vais vous raconter. Je m'appelle Émilie, de formation je suis docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques avec une spécialisation dans le domaine des surdité. J'ai obtenu d'autres diplômes pendant et après mon doctorat. En gros, je n'ai jamais vraiment arrêté d'étudier. Alors, j'ai aussi jamais vraiment trouvé ma place à l'hôpital et c'est la raison pour laquelle je me suis rapidement tournée vers une carrière académique alliant enseignement et recherche, ce qui m'a amené à publier et à communiquer à des conférences. En ce sens, ce que je fais maintenant ne diffère pas tellement avec ce que je faisais. Je collecte des données, je les analyse et je partage le fruit de mes réflexions. Et je suis toujours dans un processus d'apprentissage permanent. Comme quoi, en fait, on n'a jamais vraiment qu'un seul thème astral. J'ai retenu des choses de mon emploi précédent, car les compétences sont transversales. Notamment, lorsque l'on mène des recherches, il convient de maîtriser les biais autant que possible et d'analyser les données en toute objectivité. Il arrive bien sûr parfois, après analyse, que l'on se rende compte que des biais persistent. Et il faut alors recommencer. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. En réalité, le plus important est que, quelles que soient nos affirmations, que nous les fassions en toute honnêteté et pour les bonnes raisons, que nous puissions argumenter notre interprétation. Et surtout, si nous nous sommes trompés, il faut en tirer les conclusions, la leçon, et rectifier le tir pour la fois suivante. Mais également, il ne faut pas négliger la possibilité que même lorsque nous avons vu juste, quelque chose peut nous avoir échappé. Car on peut très bien être arrivé à la bonne conclusion, mais pour les mauvaises raisons, en s'étant trompé. On peut également avoir correctement interprété les signes, mais ne pas avoir bien lu le contexte, le climat. Bref, il faut rester humble et ouvert d'esprit. Concernant l'élection américaine, j'ai peut-être été biaisé, mais pas dans le sens où vous pourriez le penser. Je n'ai pas envisagé un avantage pour les démocrates par idéologie ou parce que les médias décrédibilisaient Trump ou une autre raison. Pas du tout. Si vous avez visionné mes vidéos précédentes, vous connaissez ma méthode de travail. J'étudie les cycles synodiques, je cherche les thèmes liés à ces cycles. Je remonte le temps en trouvant des éléments historiques dans la thématique des archétypes planétaires. Et quand je trouve profusion d'informations, c'est que peut-être je tiens le bon bout. Ce qui me permet d'essayer de comprendre le présent et éventuellement envisager le futur. Et pour être honnête, je voyais Trump tomber. Pas face à Kamala Harris, dans l'absolu. Je l'ai écrit déjà en 2023 sur Instagram, avant que Kamala Harris ne monte au créneau. Ni Biden, ni Trump. Et je dois avouer que c'est encore le cas. Donc, s'il est question de biais, il est là. Je voyais plus la fin de Trump que la fin du Trumpisme. Et ce sont évidemment deux choses bien différentes. Mais j'ai gardé en tête cette vision des choses, la fin de Trump. Cela m'a empêché d'envisager une victoire, qui peut pourtant être suivie d'une chute, car j'étais en quelque sorte focalisé sur le futur. J'étais plus en train d'essayer de comprendre le climat aux États-Unis dans le futur que réellement l'événement du 5 novembre. J'avais évoqué que le vainqueur pourrait posséder une fortune personnelle ou être soutenu par une telle personne, que les questions de ressources cachées et visibles, les finances, l'argent, pourraient être une des thématiques du mandat, et cela semble effectivement être le cas. J'avais également évoqué que les thématiques de campagne pourraient centraliser et scinder le peuple américain autour des questions de genre et de droits des femmes, de l'immigration, surtout au Texas. Ce qui est assez interpellant est que j'avais envisagé la possibilité que l'élection se fasse au coude à coude, et cela n'a finalement pas été le cas. Mais c'est pourtant ce qui a été relaté dans les médias après mes vidéos, et ce jusqu'à la dernière minute. Comme s'il y avait quelque chose, une force en action en train de brouiller les pistes. Quoi qu'il en soit, quand je fais de l'astrologie mondiale, je préfère utiliser cet outil pour donner du sens à ce que nous vivons, au positif comme au négatif, pour mieux comprendre les événements qui nous entourent, comprendre vers où nous allons, car cela permet un peu de se préparer et de mieux vivre les situations à venir. C'est ce que j'essaye de faire humblement dans mes vidéos, de sonder le passé, remonter le fil jusqu'à nos jours pour comprendre notre présent et éventuellement envisager le futur.
Et dans ce futur, Donald Trump, je pourrais presque dire l'archétype Donald Trump, n'a pas sa place. C'est pour cette raison que j'avais estimé que les démocrates décrocheraient la victoire. Je vous explique tout ça et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Pluton vient d'entrer définitivement dans le signe du Verseau et y restera pour les 20 prochaines années. Il y avait déjà mis les doigts de pied et avait déjà fait sentir ses effets. Avant cela, Pluton se trouvait dans le signe du Capricorne depuis 2008. Le Capricorne, symbolisé par la chèvre de mer qui gravit la montagne, est assez élitiste. Il représente cette minorité qui parvient au sommet et qui détient le pouvoir. Le Capricorne est également lié à la pierre et donc à l'immobilier et aux ressources matérielles. Pluton donne le pouvoir dans les thématiques du signe qu'il occupe, mais il révèle également le côté obscur de ce pouvoir. Il met en lumière les structures du pouvoir et les abus associés. Pluton en Capricorne a révélé que le pouvoir était concentré entre les mains de quelques-uns, exposant un système hiérarchique. Nous avons vu les effets de Pluton en Capricorne sur les élites, ceux qui détiennent le pouvoir, et donc l'argent. Cette période a été marquée par des crises économiques, comme la crise de la dette grecque, où les détournements d'argent ont plongé le pays dans une crise sans précédent. Des scandales financiers comme l'affaire Madoff ou l'affaire Cahuzac ont éclaté. Le mouvement Occupy Wall Street a dénoncé que 99% des richesses se trouvent aux mains de 1% de la population. Le mouvement des Gilets jaunes, l'affaire Snowden, les Panama Papers ont également marqué cette période. Et nous avons eu des affaires comme celle de Weinstein et Epstein. Plus récemment, alors que Pluton faisait son dernier passage dans le signe du Capricorne, les affaires Al-Fayed et Puff Diddy ont émergé. Et il y en a d'autres, et pas uniquement en Occident. Donald Trump, me semble-t-il, incarne cet ancien modèle. Millionnaire, homme de pouvoir, accusé d'abus. Il a ressenti des secousses, de nombreux procès sur le dos, il a été condamné et on lui a même tiré le portrait en justice, une première. Pour l'instant, il est à l'abri avec Jupiter qui se balade sur son soleil et son nœud nord, au trigone de son Jupiter. Maintenant, Pluton se trouve dans le signe du Verseau. Le Verseau a ceci de particulier qu'il est traditionnellement maîtrisé par Saturne, comme le signe du Capricorne, et de manière moderne par Uranus. Mais avec Pluton en Verseau, il y a donc une forme de continuité de la logique de Pluton en Capricorne. Pluton en Verseau n'en a pas fini avec l'archétype Trump. À ce jour, plusieurs de ces procès pourraient ne pas être jugés, peut-être à l'exception de l'affaire Stormy Daniels. Il est question que la peine soit reportée à 2029, c'est-à-dire après son mandat. Nous pourrions en savoir plus à partir du 7 décembre, lorsque Cérès quittera le signe du Verseau. Mais vous remarquerez que toutes les décisions prises pour l'instant et le relaxant le sont alors que Mercure est dans sa phase de rétrogradation. En astrologie, Mercure rétrograde symbolise des périodes de révision, de réflexion, de réévaluation. Ce phénomène peut entraîner des malentendus, des retards et des défis dans la communication et les décisions. C'est une période pendant laquelle nous devons être particulièrement vigilants, car les choix faits sous l'influence de Mercure rétrograde peuvent nécessiter des ajustements futurs. Prenons l'exemple de l'affaire O.J. Simpson, dans laquelle il avait été innocenté sous Mercure rétrograde, pour être finalement inculpé 2 ans plus tard pour un double meurtre. Cela montre bien que les révisions peuvent subvenir ultérieurement. L'astrologie est intraitable. Pluton en Verseau va distribuer le pouvoir de façon plus horizontale, favorisant une approche collective de la décentralisation. Aux États-Unis, cette logique bipartite pourrait à terme changer, laissant plus aisément la place à d'autres alternatives politiques. Par ailleurs, le Verseau, symbole d'innovation, de liberté, de communauté, marque la fin des figures solaires, tout en redéfinissant les centres d'influence. Lors des cycles précédents, nous avons assisté à des bouleversements majeurs, comme la fin de la domination britannique et la chute de Louis XVI et la mise en place de nouveaux systèmes de gouvernance. Alors, pendant l'élection, initialement, on pouvait penser que Kamala Harris incarne cette figure Verseau, avec ses origines diverses et son genre, représentant l'inattendu et le changement. Elle soutient des thématiques en phase avec Pluton en Verseau, s'ouvrant à la diversité, la communauté. Donald Trump, quant à lui, par sa visibilité, son passé de star, de télé-réalité et de magnat de l'immobilier, semblait incarner la figure solaire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En se centrant sur les soutiens qu'ont reçus les 2 partis, la figure solaire et l'outsider n'étaient pas ce qui apparaissait au premier regard. Kamala Harris a reçu des soutiens du Star System, ce qui en soi est assez traditionnel et représentatif de l'archétype du lion.
Certaines de ces stars sont même mentionnées dans l'affaire Didi. Le type de figure qui dégringole avec Pluton en Capricorne. C'est pas la meilleure image à véhiculer en pleine campagne électorale. En réalité, c'était elle la figure léonine. Donald Trump, quant à lui, s'est entouré de personnalités de la tech et du transhumanisme comme Elon Musk, Peter Thiel et Vivek Ramaswamy, qui ont une influence énorme sur le gouvernement américain. Ces figures correspondent bien à l'archétype du Verseau. Il a également eu le soutien de Robert Kennedy. Un Kennedy, certes, mais le mouton noir de la famille, celui qui dénote. Et, à y regarder de plus près, Donald Trump avoir été le révolutionnaire Verseau. Est-ce qu'il peut incarner cette période de Pluton en Verseau pour autant? Est-ce que tout cela ne traduit pas tout simplement le fait que Trump est un Uranien et Harris une Saturnienne? On voit bien cette dominante uranienne dans ses soutiens et dans l'orientation que prendrait sa présidence, qui s'écarterait radicalement du passé avec des nominations non conventionnelles, comme celle de RFK, à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux et qui veut se battre contre les lobbies pharmaceutiques, ou encore, par exemple, la création d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Ça, c'est vrai, Donald Trump ne fait pas comme les autres. Il est là pour déranger. Mais il y a une différence entre être uranien et être solaire Verseau. Si l'uranien est transgressif, ce n'est pas forcément le cas du Verseau, indépendant avec la capacité à redessiner les choses, plus collectif. Cela ne doit pas forcément être avant-gardiste. On peut très bien faire des choses considérées conservatrices, mais de façon différente. Après tout, Reagan avait son soleil en Verseau, Dick Cheney aussi. La campagne de Donald Trump a été remplie de rebondissements très uraniens d'ailleurs, et je ne pense pas que l'histoire soit terminée pour ma part. On ne peut pas nier qu'il entre tant dans la case de l'élite privilégiée saturnienne que la case bling-bling léonine. À moins qu'il ne parvienne vraiment à devenir pleinement Pluton en Verseau, il finira par tomber. Pluton en Capricorne révèle les abus des élites, tandis que Pluton en Verseau nous invite à repenser les dynamiques de pouvoir, à envisager des structures plus égalitaires et à embrasser l'innovation collective. En ayant obtenu les pleins pouvoirs avec une majorité au Sénat, à la Chambre des représentants et une majorité des juges à la Cour suprême, nommant des proches dans son prochain gouvernement tels que les beaux-pères de ses enfants, il est quand même loin du compte. Pour ce qui est de l'innovation, il a certes fait appel aux bonnes personnes. Il reste donc à voir qui bénéficiera de ces développements et à quelle fin elles seront utilisées. Avec Elon Musk, on entend déjà parler de conflit d'intérêts. Donald Trump ne me semble pas tenir dans ce décor astrologique. Le Trumpisme, par contre, s'y intègre assez bien. J.D. Vance, s'il devait lui succéder, est d'ailleurs très conservateur, plus que Donald Trump. Il veut remettre la chrétienté au cœur des États-Unis. Il incarne l'avenir du Trumpisme, surtout que la notion de croyance, au sens large, pourrait ressurgir dans nos sociétés. Mais ça, c'est une autre histoire à raconter. Le côté uranien de Donald Trump n'est pas l'unique qualité qu'il a servi lors de l'élection, en l'éloignant de l'archétype du lion. Un autre aspect, également joué en sa faveur, et celui-là est associé au cycle de Jupiter et Saturne. En 2020, avec la conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, nous sommes définitivement entrés dans l'ère d'air pour environ 200 ans. Cette ère marque un déplacement significatif dans le paysage médiatique. Contrairement à l'ère de Terre, où les médias étaient centralisés et plus faciles à contrôler, l'ère d'air favorise des systèmes décentralisés. De 1280 à 2000, nous avons eu un avant-goût de cette transition avec la naissance du web. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de médias indépendants, fragmentant le monde de l'information. Kamala Harris a largement bénéficié du soutien des médias traditionnels, tandis que Donald Trump a reçu un soutien massif sur les réseaux sociaux, notamment sur X, mais aussi de médias indépendants, dans lesquels Intox, Infox, théorie du complot peuvent être plus difficilement contrôlés et circuler plus facilement. D'autant plus que Neptune se trouve encore dans le signe des Poissons, où il déverse toutes ses illusions et désillusions. X demeure un réseau social centralisé, aux mains d'une personne. Si ce réseau n'évolue pas, il ne fera pas le poids contre des réseaux tels que Blue Sky et Mastodon. Pour ma part, j'attends mai 2025, lorsque Uranus atteindra les 27e degrés du Taureau, car il pourrait y avoir du changement sur X. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à cette vidéo. L'ère d'air est plus désorganisée que l'ère de terre, qui était plus matérialiste, visant à fixer les choses et poser des limites comme des frontières.
En RDR, les échanges et les déplacements sont favorisés. Vouloir construire un mur ne me semble pas s'accorder avec cette nouvelle ère. C'est une méthode du passé. La notion d'État-nation pourrait être désuète. Il faut penser en termes de réseau. Je l'ai déjà mentionné, nous sommes à une période charnière. Le futur pourrait bien regarder cette période de l'histoire, celle que nous allons vivre, de 2025 à 2032, comme un moment clé. C'est le début d'une nouvelle ère, un changement de paradigme. Non seulement de nombreuses planètes changent de signe, mais nous avons également changé d'ère. Pluton sera hors limite de 2025 à 2035, exprimant pleinement son potentiel. Et ce ne sera plus le cas avant des milliers d'années. Alors, est-ce que Trump fera partie de l'histoire? Bien, nous le verrons. J'avais envisagé que Donald Trump resterait dans l'actualité, quel que soit le résultat de l'élection, notamment au regard de ses libérations zodiacales. Mais j'avais estimé que cela ne serait pas forcément pour les bonnes raisons. Les libérations zodiacales sont une technique astrologique hellénistique qui divise la vie en périodes, comme des chapitres dans un livre. On peut déceler des moments clés ou pics de changements ou d'événements importants. Les périodes pics sont les points culminants où l'influence des planètes est particulièrement forte, entraînant des transformations significatives. En avril 2025, Donald Trump entame pour sa carrière une période pic dans le signe du Lion. Une période pic signifie que c'est un grand moment. Dans l'absolu, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Cela dépend des planètes en jeu, des transits, etc. Trump a été élu 2 fois, alors qu'il n'était pas encore dans sa grande période pic. Je dois dire que c'est un des éléments qui me faisait pencher pour une victoire des démocrates, parce que là, il doit faire plus fort et plus grand que président des États-Unis. Alors, peut-être qu'il marquera l'histoire. Mais voyez-vous, en Lion, il y a Mars et Pluton. Il faut dire Vénus et Jupiter auraient été plus sympas. Ces planètes, Mars et Pluton, vont recevoir des transits un peu agressifs. Un carré d'Uranus, conjonction de Mars. Par ailleurs, son Soleil, qui maîtrise cette période Lion, va être freiné par Saturne. Donc, ça va chauffer. Alors à ce stade, je ne vais pas en dire plus, nous verrons. J'ai déjà évoqué des pistes dans cette vidéo. Mais il y a quelque chose qui se met en jeu et qui pourrait modifier nos sociétés. Pluton en Verseau offre un partage plus transversal du pouvoir. Historiquement, les femmes reprennent du pouvoir sous ce cycle, comme Boudica qui a soulevé une armée et Néron qui s'est suicidé. Henri VIII, qui désirait ardemment un garçon, a fini par être remplacé par sa fille Élisabeth, née sous Pluton en Verseau, mettant fin à une succession exclusivement masculine. Chaque évolution reflète son époque. En 1792, sous Pluton en Verseau, Mary Wollstonecraft publie ses pamphlets « Défense des droits des femmes », appelant à une éducation égale pour tous les genres et ouvrant la voie aux femmes ministres. Actuellement, par exemple, au Mexique, les élections ont vu un duel entre 2 femmes pour la présidence, une première historique. Alors, aux États-Unis, nous n'avons pas vu une femme remporter l'élection, mais il y a déjà eu des petits signaux. Tout d'abord, Linda McMahon, ancienne dirigeante de la Fédération de catch, a été nommée ministre par Donald Trump. Sarah McBride est devenue la première personne transgenre élue au Congrès américain, ce qui n'est pas sans soulever des débats sur les sanitaires qu'elle devrait utiliser. Donald Trump a nommé Caroline Leavitt comme porte-parole de la Maison-Blanche. À 27 ans, elle devient la plus jeune personne à occuper ce poste dans l'histoire des États-Unis. Enfin, Lisa Blunt Rochester a été élue sénatrice du Delaware, devenant ainsi la première femme noire à siéger au Sénat américain. Dans un autre registre, le concurrent de X, Blue Sky, un réseau social décentralisé, est dirigé par une femme, Jay Graeber, un réseau qui est beaucoup plus en phase avec son temps. Alors, Pluton en Verseau est un phénomène mondial, mais aux États-Unis c'est un peu plus particulier, car le pays vit son retour de Pluton et il y a, à mon sens, d'autres signes en faveur des femmes. Chiron, en astrologie, est connu comme le guérisseur blessé. Son archétype représente la capacité à transcender la douleur et à trouver la guérison à travers les connaissances de nos blessures profondes. Chiron incarne à la fois la blessure incurable et le chemin de la guérison. Lorsqu'un transit de Chiron se produit, ou lors de son retour, ces vieilles blessures sont réactivées, nous confrontant aux zones de notre vie où nous avons été blessés. Ce processus, bien que douloureux, offre une opportunité de guérir et de grandir. Les retours et les transits de Chiron nous invitent à revisiter ces blessures avec une nouvelle perspective, à les penser et à intégrer les leçons qu'ils nous ont apprises, nous permettant ainsi de transformer la douleur en force et en compassion.
Dans le thème des États-Unis, Chiron se situe à 20 degrés du Bélier, en maison 5, la maison des plaisirs, des enfants et des grossesses. Ce n'est pas sans lien avec les femmes. Historiquement, à chaque retour de Chiron, le statut des femmes aux États-Unis a été fortement impacté. Cela se manifeste par des changements significatifs dans le domaine des droits reproductifs, de l'éducation et du statut socio-économique des femmes. Actuellement, les États-Unis vivent leur retour de Chiron, une période où cette blessure ancienne est réactivée. Ce retour de Chiron est également lié aux questions de genre et de sexualité. Le puritanisme, qui a longtemps influencé la société américaine, est confronté à une libération sexuelle croissante, allant jusqu'à la pornographie. Cette tension entre les valeurs traditionnelles et les nouvelles normes sociales crée un terrain fertile pour des transformations profondes et des débats intenses sur les droits et les libertés individuelles. Les blessures sexuelles aux États-Unis, le statut et la situation des femmes dans le pays, ainsi que le féminisme sont des thèmes récurrents sous l'influence de Chiron en Bélier. Le 19 juillet 1848, Uranus est conjoint à Chiron. Cette conjonction représente un mélange d'énergie, de liberté, de changement, de rébellion et de créativité, souvent dans un contexte de guérison et de blessures profondes. C'est une combinaison qui peut apporter des transformations radicales et des percées soudaines, mais aussi des défis personnels. Ce moment a vu naître le premier congrès du droit des femmes aux États-Unis, le Seneca Falls. Cette convention avait pour but principal de discuter de la condition sociale, civile et religieuse des femmes. Elle visait à aborder les injustices et les discriminations auxquelles les femmes étaient confrontées à l'époque. Cette convention est souvent considérée comme le point de départ du mouvement féministe aux États-Unis, marquant le début d'une longue lutte pour l'égalité des sexes et le droit des femmes. En 1872, Victoria Woodhull est la première femme à avoir officiellement annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis. Les États-Unis vivent alors le retour de Chiron. Toujours sous un retour de Chiron, Rebecca Fulton a prêté serment et a commencé à siéger au Sénat des États-Unis le 21 novembre 1922. Hattie Carey a été élue au Sénat des États-Unis le 12 janvier 1932. Uranus est alors conjoint à Chiron, tout comme en 2016, alors que Hillary Clinton dépose sa candidature et est la première femme à avoir été nominée par un grand parti politique, le Parti démocrate. Elle sera finalement battue le 8 novembre 2016 par Donald Trump. En 1973, il y a le retour de Chiron, et ça c'est une date historique. C'est Roe versus Wade, une décision historique de la Cour suprême des États-Unis rendue en 1973. Elle établit que la Constitution des États-Unis protège le droit des femmes à avorter en vertu du droit à la vie privée, garanti par le 14e amendement. Cette décision a annulé de nombreuses lois sur l'avortement et a déclenché un débat continu sur la légalité de l'avortement, la question de savoir qui devrait décider de sa légalité et le rôle des opinions morales et religieuses dans la sphère politique. Récemment, en juin 2022, alors que Chiron est à 15 degrés du Bélier, c'est-à-dire dans l'orbe de la conjonction en astrologie mondiale, la Cour suprême a renversé Roe versus Wade dans l'affaire Dobbs versus Jackson, en donnant aux États le pouvoir de réglementer l'avortement. Cela a conduit à une variété de réactions et de changements dans les lois sur l'avortement à travers le pays. On pourrait penser que le taux d'avortement diminuerait et que les naissances augmenteraient. Bien au contraire, les avortements ont augmenté l'année dernière et le taux de fécondité du pays a atteint un niveau historiquement bas. Très récemment, alors que Chiron est à 19 degrés du Bélier, des militants des droits reproductifs ont intenté un procès en Arizona pour invalider une loi interdisant l'avortement après 15 semaines, ce qui entre en conflit avec une récente modification constitutionnelle approuvée par les électeurs pour étendre l'accès à l'avortement jusqu'à la viabilité fœtale. On voit bien que les débats vont continuer sur ces questions. Et cela est pour l'instant renforcé par le fait que les nœuds lunaires sont dans l'axe Bélier-Balance, que l'on pourrait presque synthétiser comme la guerre des sexes, guerre et paix, hommes et femmes. Retournons dans le passé. Au cycle suivant, du retour de Chiron, on a assisté à la bataille des sexes de 1973, opposant Billie Jean King à Bobby Riggs dans un tournoi de tennis. Ce match est devenu un symbole de la lutte pour l'égalité des sexes. King a remporté le match en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3.
Cette victoire a marqué un tournant dans la reconnaissance et le respect du tennis féminin et a amplifié la visibilité du mouvement féministe dans les années 70. Le match a démontré que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes sur le plan sportif et a contribué à briser les stéréotypes de genre, ouvrant la voie à une plus grande égalité et à des opportunités accrues pour les femmes dans le sport et bien au-delà. La Convention du droit des femmes, qui est la suite du Congrès du droit des femmes qui avait eu lieu en 1948, dont j'ai parlé précédemment, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979. À ce moment-là, Neptune, l'universaliste, est au trigone exact de Chiron, épaulé de Pluton qui lui fait opposition, mais qui va introduire les forces transformatrices nécessaires pour apporter du changement et apporter de l'équilibre propre à la balance. Cette convention visait à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, alors que Neptune et Pluton étaient en sextile exact. Un cycle dont j'ai déjà parlé, qui reprend et qui sera exact de 2026 à 2032. Les États-Unis vivent actuellement le retour de Chiron. Et il y a encore un autre élément, le perturbateur Uranus. Ont une lune au 27e degré du Verseau. L'archétype de la lune en Verseau dans le thème astral des États-Unis incarne les valeurs d'innovation, de liberté, de communauté, symbolisant un esprit progressiste et avant-gardiste. Cette position astrologique reflète un fort désir de liberté individuelle et d'indépendance. Le Verseau, signe d'air, est associé à la pensée novatrice, aux réformes sociales et à l'égalité. Cette lune en Verseau met en avant une nation qui valorise les droits civiques et les libertés d'expression, tout en soutenant des causes humanitaires et en encourageant des changements sociaux progressistes. Elle symbolise également une approche ouverte aux idées nouvelles, soulignant l'esprit de réforme et l'innovation technologique souvent associés aux États-Unis. La Lune, en astrologie mondiale, représente également la population, mais également les femmes. Uranus se trouve actuellement dans le signe du Taureau et renvoie un carré à la Lune du thème des États-Unis. Chaque fois qu'Uranus transite la Lune des États-Unis, les droits des femmes sont impactés. En 1919, le président Woodrow Wilson a subi un infarctus, laissant sa femme assumer de nombreuses responsabilités présidentielles et devenant ainsi la première femme à exercer de facto les fonctions de présidente des États-Unis. Entre 1941 et 1942, alors que les hommes étaient partis à la guerre, les femmes ont pris une place centrale dans le monde du travail, marquant un tournant significatif dans l'émancipation féminine. En 1961 et 1962, l'introduction de la pilule contraceptive a transformé la sexualité et le travail des femmes, leur offrant un contrôle sans précédent sur leur vie reproductive et professionnelle. Enfin, en 1981 et 1982, il y avait une femme derrière Reagan, car il était conseillé par une astrologue, tout comme l'était d'ailleurs Mitterrand, montrant l'impact croissant des femmes dans des domaines variés, y compris la politique. Il y a une répétition de plusieurs cycles. Chiron en Bélier travaille de concert avec Uranus, et ils seront épaulés de Neptune et Pluton. Prenons l'exemple de Susan B. Anthony, qui a vécu de 1820 à 1906 et qui a lutté pour le suffrage des femmes. Sa devise était « La vraie République, les hommes leurs droits et rien de plus, les femmes leurs droits et rien de moins ». Cette lutte a abouti en 1920 par l'adoption du 19e amendement de la Constitution américaine donnant le droit de vote aux femmes. À cette période, Chiron était entré dans le signe du Bélier. Uranus avait juste terminé sa conjonction à la Lune et était au trigone de Pluton. Neptune et Pluton se trouvaient en semi-sextile et les nœuds lunaires se trouvaient dans l'axe Bélier-Balance. Nous l'avons vu, ces thématiques sont présentes actuellement dans la société américaine. Droit à l'avortement, question de genre. L'élection américaine a d'ailleurs été très polarisée en termes de genre, les femmes ayant majoritairement voté pour Kamala Harris et les hommes pour Donald Trump. Je vous montre l'état du ciel actuel. Chiron est en Bélier sur le Chiron des États-Unis. Uranus est encore au carré de la Lune des États-Unis et au trigone de Pluton céleste. Et Neptune et Pluton sont déjà dans l'orbe du sextile, alors que les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe Bélier-Balance. Une drôle de coïncidence. L'époque d'avant la guerre de sécession a affirmé son rôle prépondérant dans les mouvements abolitionnistes et de tempérance à New York. Le 12 mai 1859, elle déclare «
Dans le cadre de notre déclaration d'indépendance, l'homme saxon obtient-il le pouvoir de priver l'ensemble des femmes et des Noirs de leurs droits inaliénables? Il me semble évident que nous sommes dans des thématiques similaires. L'identité de genre, l'homme blanc, l'immigration. On était alors à l'aube de la guerre de sécession, qui a eu lieu de 1861 à 1865. La guerre de sécession a finalement conduit à la fin de l'esclavage et à la reconstruction des États. À la fin de la guerre, Lincoln a été assassiné. En parlant de cycle qui reprend, actuellement, Neptune se trouve dans le signe des Poissons et est déjà dans l'orbe du sextile avec Pluton. Jupiter se trouve dans le signe des Gémeaux et sera rejoint en 2025 par Uranus. Nous avons donc une combinaison astrologique explosive aux États-Unis qui rappelle celle de 1861. Neptune en Poissons, Uranus en Gémeaux. Je ne dis pas qu'il y aura forcément une guerre civile, mais ce qui est certain est que la personne qui sera investie en 2025 aura la tâche difficile. Le climat augure de nombreuses tensions. Mars entame sa rétrogradation le 6 décembre à 7 degrés du Lion et il sera poursuivi jusqu'en février 2025, atteignant les 18 degrés du Cancer. Le Lion symbolise la centralité et le leadership est mis en avant. Avec le nœud nord à 6 degrés 35 du Lion dans le thème des États-Unis, les entités concernées seront directement impactées par cet aspect astrologique. Mars sera également opposé à Pluton, aux dates clés du 3 janvier et du 27 avril, marquant des périodes de tensions explosives et de violences potentielles. En mars et mai 2025, Saturne et Neptune entreront dans le signe du Bélier. Ce n'est pas leur entrée définitive, mais ensemble, ils évoquent des idéaux collectifs de guerre civile, de célébration de la bravoure et des luttes pour les croyances. Opposée à la Balance, cette période défie les unions de toutes sortes, rappelant que les défis rencontrés lors des guerres précédentes. En juillet 2025, Uranus entrera en Gémeaux. Le même jour, on a une conjonction de Saturne et Neptune. Elle n'est pas exacte, mais quand même elle est assez serrée et elle évoque les idéaux collectifs et des luttes pour les croyances. Tant Vladimir Poutine que Xi Jinping ont cet aspect dans leur thème. La conjonction de Saturne et Neptune va faire écho avec les conjonctions des thèmes de Vladimir Poutine, de Xi Jinping. Les tensions montent déjà, avec Trump annonçant des taxes à hauteur de 25% sur les produits chinois et de 100% sur les BRICS, tout en proposant une solution rapide pour la guerre en Ukraine. Ces aspects astrologiques pourraient indiquer des défis et des transformations majeures pour les années à venir. Nous l'avons vu, Donald Trump va devoir affronter une période difficile à partir de printemps 2025, que ce soit dans son propre thème, que pour le thème des États-Unis, mais également du Parti républicain, comme je le mentionne dans cette vidéo. S'il passe à travers tout ça, il pourra mener son mandat jusqu'au bout, mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Et à la fin de son mandat, il pourrait être rattrapé par ses affaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu et vous donne matière à réflexion. N'hésitez surtout pas à liker pour que cette vidéo gagne en visibilité, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et à activer les notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. À bientôt!